Bonjour à tout le monde. Effectivement, je vous remercie également pour votre intérêt que vous portez effectivement à la réforme. Nous sommes au cœur de l'actualité en ce mois de mai et nous y reviendrons par la suite. Juste une présentation succincte. Vous connaissez effectivement Ève Boudard de l'UMM. Pour ma part, donc je travaille à la GFIP Occitanie au niveau du site de Toulouse. Nous avons deux sites, un à Montpellier et un à Toulouse. Et je suis plus particulièrement positionnée sur la thématique de l'accompagnement des entreprises et également du développement de l'alternance. Voilà. Donc, je vous propose peut-être, comme le temps est assez contraint, de rentrer dans le vif du sujet et en vous partageant le support de présentation, à savoir que ce support vous sera transmis par la suite. Donc, effectivement, il n'est pas nécessaire de reprendre tout en note cette présentation. Du coup, Ève, je continue, je prends la suite. Avec plaisir, Nadine, c'est à toi. Je vais juste proposer aux personnes qui ont activé leur caméra de peut-être la désactiver parce que on ne reçoit pas forcément très bien le son. Mon son, oui. Vous m'entendez mal? Ah. Merci, là on entend mieux. Sinon, je vais essayer de passer par le micro très rapidement. Si c'est à toi, Nadine. Alors, bon. Du coup, pour entrer très rapidement, ce qu'on va vous présenter ce matin, on va aborder globalement les grands changements, reprendre effectivement quelles sont les modalités de déclaration, de calcul des effectifs, quelles seront les différentes déductions que vous pourrez valoriser au niveau de cette DOETH revue par la loi. Également, nous allons aborder les questions de possibilité d'écrêtement de la contribution qui pourrait être éventuellement due. On reprendra très rapidement et succinctement ce qu'on appelle le parcours du déclarant, ce que vous aviez à faire en 2020 et ce qu'aujourd'hui vous avez à faire dans le cadre de cette DOETH. On vous précisera quels peuvent être les accompagnements très synthétiquement que peuvent vous apporter l'UMM et la GFIP, et on vous reprécisera qui fait quoi en 2021, ainsi qu'on vous transmettra quelques liens utiles pour un peu plus d'informations, notamment concernant la saisie en DSN. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, les grands changements de cette obligation d'emploi. Alors, peut-être tout d'abord, comme vous le saviez, jusqu'en 2020, c'est-à-dire jusqu'à janvier 2020, l'obligation d'emploi 2019, on va dire, durant cette période-là, les entreprises adressaient à la GFIP leur DOETH lorsque leur taux d'emploi était inférieur à 6%. Vous versiez une contribution financière et cette contribution était versée soit par une procédure de CERFA papier, soit ces derniers temps, qui était de plus en plus usitée, par le biais de la télédéclaration, de la télé-DOETH. Aujourd'hui, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a mis en œuvre, au-delà de la réforme de l'obligation d'emploi proprement dite, deux mesures importantes. Tout d'abord, comme vous le savez certainement, le transfert de la déclaration et de la contribution au réseau des URSSAF et des caisses MSA via la DSN, et une volonté de simplifier le mode déclaratif en intégrant la DOETH en DSN qui a pour vocation de fortement diminuer le nombre de rubriques à renseigner, c'est-à-dire que précédemment, par le biais du CERFA, pour certains d'entre vous, vous pouviez avoir jusqu'à une centaine de rubriques à renseigner. Aujourd'hui, en passant par la DSN, et on y reviendra, les éléments ont dû vous être transmis et vous n'avez qu'à renseigner au maximum 5 formulaires. Depuis janvier 2020 et ensuite, donc chaque mois, vous avez renseigné et déclaré vos salariés, mais on reviendra également dans le détail des déclarations des salariés en DSN pour chacun de vos établissements.
Et effectivement, à compter donc de ce mois de mai, on y arrive et c'est exceptionnel pour 2021. Donc, vous devez déclarer vous devez réaliser la déclaration obligatoire de l'emploi de travailleurs handicapés, c'est-à-dire déclarer votre effectif, les déductions, et éventuellement, si vous avez un accord agréé, et ce qui vous amènera à déclarer également l'éventuelle contribution due. Attention, du coup, cette déclaration, j'imagine que là aussi, vous avez cette information, elle devra être réalisée sur un seul établissement de l'entreprise, mais nous allons y revenir. À noter également la date d'exigibilité pour cette année 2020 du fait de la réforme pour laisser le temps aux entreprises et on va dire à toutes les parties prenantes. Le délai a été reporté au 5 et 15 juin, mais il sera ramené prochainement pour les années suivantes au 5 et 15 mars, comme c'était le cas déjà auparavant, ce qui voudra dire que la DOTH devra être réalisée en DSN pour les années suivantes à compter du mois de février. Concernant, alors du coup, dans les nouvelles modalités de déclaration, au-delà donc de cette volonté de simplification, est également intégrée la notion du taux d'emploi à 6% qui peut être révisable tous les 5 ans. C'est-à-dire que ce taux d'emploi qui va conditionner notamment le paiement ou non d'une contribution pourra être désormais revu, alors à la hausse parce que ça reste un taux d'emploi plancher, et il pourra être revu tous les 5 ans en fonction notamment, par exemple, si au regard du contexte, il était constaté une augmentation, par exemple, de la part des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la demande d'emploi tout public. Ça pourrait générer et impacter effectivement ce taux d'emploi qui, depuis la création de la loi, était resté à 6%. Concernant les nouvelles modalités de déclaration, il convient notamment aussi de distinguer deux natures d'obligations différentes. Tout d'abord, tout employeur privé identifie en DSN les informations relatives à ses salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, quand on parle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, j'y porte une attention particulière, donc c'est BOETH, voilà, c'est l'acronyme BOETH. On parle au-delà des seuls travailleurs en situation de handicap reconnus par les MDPH. Ça peut être également vos salariés qui sont titulaires d'une pension d'invalidité, titulaires d'une rente d'accident du travail. Donc, on parle bien de tous les titres de bénéficiaires qui sont identifiés au niveau de la loi. Et donc, quand on parle donc de qui doit identifier les salariés en situation de handicap au sein de son entreprise, ce sont vraiment tous les employeurs privés, y compris les entreprises de moins de 20 salariés. Par contre, en revanche, seuls les employeurs dont l'effectif d'assujettissement est égal ou supérieur à 20 salariés seront soumis à cette obligation d'emploi de 6% et auront des obligations potentiellement contributives si l'objectif des 6% n'est pas atteint. Par ailleurs, l'assujettissement est apprécié également au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau du SIREN et non plus par établissement autonome. C'est-à-dire qu'au niveau de l'entreprise, quand on parle aussi d'entreprise, on parle bien je le redis, de SIREN et à distinguer notamment des notions de groupe, de holding ou d'unité économique et sociale qui peuvent avoir des SIREN différents. Donc, c'est bien pour un SIREN, une déclaration. Donc, cela aussi peut-être entraîner aussi des spécificités dans vos organisations. À noter, peut-être une précision que nous avons obtenue de la part de l'URSSAF, et on y reviendra dans le qui fait quoi. Cette déclaration doit être réalisée et portée en DSN sur un seul établissement de l'entreprise au travers des blocs qui sont les blocs 13 et 82 de la DSN. Mais pour ma part, je ne suis pas quand même une experte de la DSN et on y reviendra là aussi. C'est plutôt, il faudra vous rapprocher de l'URSSAF pour toute question bien spécifique sur la saisine en DSN. Effectivement, donc au vu de ces premières informations, on peut se demander si le montant de la contribution de votre entreprise va exploser.
on va dire c'est relatif, ça sera vraiment en fonction de la situation actuelle. Pour une majorité d'entre vous, vous étiez déjà sur une déclaration sur un périmètre de l'entreprise, donc il y aura peu d'impact sur le changement de périmètre. Et globalement, en fait, la volonté du législateur n'est pas d'alourdir les charges financières des entreprises, mais une volonté, et là, en vous présentant le détail de la réforme, ça se confirmera, qui est d'augmenter l'emploi direct des personnes en situation de handicap. Et on vous présentera également, pour les situations d'augmentation de la contribution, au regard de la contribution 2019, le législateur a également prévu une période transitoire avec des modalités d'écrêtement. Alors, ces nouvelles modalités de déclaration sont, au-delà de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sont également impactées par la loi Pacte, qui permet notamment aux entreprises qui ont été nouvellement créées en 2020 ou pour toute entreprise qui passe pour la première fois le seuil des 20 salariés à compter de 2020, de bénéficier d'une période de 5 ans d'exonération. On parle d'exonération à l'obligation d'emploi. Et si l'entreprise, entre-temps, repasse sous le seuil des 20 salariés, on va dire que les compteurs sont remis à zéro et l'exonération repart pour 5 nouvelles années. Durant ce délai, si l'entreprise n'effectue aucune action en faveur de l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, elle n'est pas soumise au coefficient de calcul de l'obligation et elle ne sera pas soumise, ces années ne seront pas comptabilisées par rapport au risque de surcontribution. Et quand on parle de surcontribution, c'est de voir les unités bénéficiaires manquantes multipliées par un coefficient de 1500 fois le SMIC horaire au lieu, mais ça on y reviendra aussi, de 400, 500 ou 600 fois en fonction de la taille de votre entreprise. Et en effet, du coup, l'année de référence que l'on prendra et à partir de laquelle s'appliquera l'obligation d'emploi sera à l'issue de ces 5 années qui sont exonératoire. Par exemple, si on prend une entreprise, comme cela vous est présenté, qui franchit le seuil en 2021, elle aura 5 années consécutives en imaginant qu'elle ne repasse pas en deçà de l'effectif de 20 salariés, pendant lesquelles elles pourront se mettre en conformité au regard de la loi, mais elles sont toujours en phase exonératoire. Le démarrage de l'obligation commencera au bout de la 6e année, et là, ça appliquera les règles, on va dire entre guillemets classiques, qui s'appliquaient auparavant, c'est-à-dire qu'à partir de l'année 2026, elle aura 3 années pour se mettre réellement en conformité. Là, elle n'est plus exonérée, elle est assujettie à l'obligation d'emploi. Et sur la 4e année, si effectivement aucune action positive n'a été mise en place, là, la surcontribution s'appliquera. Donc globalement, pour toutes les entreprises qui ont été nouvellement créées ou qui dépassent le seuil des 20 salariés, cela donne quasiment 8 ans pour se mettre en conformité avec la loi. Un cas un peu différent, ce sont les entreprises qui, à compter de 2020, vont changer de périmètre, soit par un rachat, une vente ou une fusion. Alors, dans ce cas, la loi précise que l'historique de l'entreprise précédente n'est pas quand même conservé. Par contre, comme l'entreprise, ce n'est pas considéré comme une nouvelle création. Donc, l'entreprise était déjà assujettie à l'obligation d'emploi et dans ce cas-là, l'année de référence pour la surcontribution, ce sera l'année du changement et une période de 3 années sera proposée, enfin, ce sera le délai durant lequel l'entreprise pourra se mettre en conformité avec la loi et répondre à cette obligation des 6%. Et le risque de surcontribution, dans ce cas-là, s'opérera à compter de la 4e année. C'est-à-dire que si on imagine un rachat en 2021, dans ce cas-là, le risque de surcontribution apparaîtra à partir de 2024. Du coup, vous aurez quand même ces éléments-là qu'on vous transmettra par papier et c'est des cas un peu particuliers. À noter également, donc pour rappel, effectivement, pour toute entreprise
qui étaient créés, qui ont déjà franchi une première fois le seuil des 20 salariés avant 2020. Donc, dans ce cas-là, nous sommes bien sur toujours cette période d'exonération de 3 ans, parce qu'elle a été assujettie à l'obligation d'emploi. Si, dans ce cas-là, l'entreprise ou l'établissement repassait sous le seuil des 20 salariés, cela suspend l'obligation, mais les compteurs ne sont pas remis à zéro, c'est-à-dire que les 3 ans ne sont pas remis à zéro. Et si entre la première et la deuxième année, il y avait un franchissement de seuil en deçà des 20 salariés, quand elle refranchit le seuil des 20 salariés, eh bien, on passera en année 2 et pas en année 1. Voilà. Du coup, tu peux m'interrompre, Ève, si jamais il y a des questionnements et des incompréhensions par rapport à, voilà, à ces éléments. Sinon, je poursuis. Je ne suis pas intervenue parce qu'il n'y a pas de questions hein, pour le moment. J'ai invité donc l'ensemble des participants à intervenir par chat, mais il n'y a pas de nouvelles questions, donc je te laisse poursuivre. D'accord, merci. Du coup, concernant bon, ces nouvelles modalités, également la loi modifie par rapport aux années précédentes la comptabilisation des effectifs. Effectivement, les effectifs sont calculés en moyenne annuelle, en proratisant ce calcul en fonction du temps de travail des effectifs, du temps de travail effectif du salarié. L'objectif étant de se mettre également aussi, d'harmoniser les règles, notamment en appliquant des règles de droit commun, les règles de la sécurité sociale. De fait, donc, pour rappel, effectivement, avant 2020, pour ceux qui connaissaient les modalités déclaratives, l'effectif des BOTH était comptabilisé en ETP au 31 décembre de l'année considérée. De fait, ces modalités de calcul n'existent plus et sont complètement supprimées. À savoir que pour vraiment obtenir, si vous aviez des questionnements très précis concernant les modalités de calcul de cet effectif comptabilisé en moyenne annuelle, nous y reviendrons, mais sur le site de l'URSSAF, ursaf.fr, ont été publiées des règles de gestion très précises des effectifs qui ont vocation à répondre à la majorité des questionnements que vous pourriez avoir à ce sujet-là. Donc, quand on parle d'effectifs d'assujettissement, donc on va rentrer dans le cœur du sujet, le calcul, donc je ne vais pas vous lister toutes les catégories de salariés qui sont inclus dans l'effectif d'assujettissement, mais plutôt faire une focale sur les catégories des salariés qui sont exclus. Auparavant, et notamment concernant les intérimaires. Et je sais qu'en plus, vous avez fait part de plusieurs questions concernant les intérimaires. Nadine, excuse-moi. Oui. Excusez-moi. J'ai une question oui. Là, qui est posée. Est-ce que le calcul de l'effectif sera fait à travers la DSN ou faudra-t-il l'indiquer quelque part? Alors, on y reviendra. En théorie, le calcul de l'effectif d'assujettissement vous a été transmis le 30 avril du mois dernier. Effectivement, tu m'as transmis quelques questions, Ève, concernant certains participants qui n'auraient pas obtenu ces éléments de la part de l'URSSAF ou de la MSA, en fonction mais plutôt de l'URSSAF concernant nos participants aujourd'hui. Alors là, je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher de votre contact URSSAF, parce que en théorie, voilà, ces éléments et cet effectif d'assujettissement aurait dû vous être transmis. Et il est calculé en fonction des éléments que vous avez transmis en DSN tout au long de l'année 2020. Alors, soit il y a peut-être un problème sur les éléments que vous avez pu valoriser en DSN tout au long de l'année, mais là, on parle bien de l'effectif d'assujettissement. En plus, ça va au-delà de la valorisation de l'effectif BOETH. Donc, pour ma part, je m'étonne quand même que vous n'ayez pas eu ces éléments voilà, transmis par l'URSSAF en fin avril.
Et effectivement, Nadine, là, je vois d'autres questions qui surviennent. Nous n'avons toujours pas reçu le courrier malgré une relance auprès de l'URSSAF. Doit-on rajouter les effectifs intérimaires employés sur l'année comme avant? Dans les questions écrites, au moment des inscriptions, il y a aussi des personnes qui ont des difficultés concernant les intérimaires pour surcroît d'activité. Donc, toutes ces questions plutôt orientées vers l'URSSAF directement. Alors, oui, après, je vais vous donner quand même un premier niveau de réponse, peut-être concernant les intérimaires. Alors, effectivement, cette année, à partir notamment du fait de ces modifications de la loi, et c'est la loi Pacte qui impacte l'effectif d'assujettissement et les catégories de salariés qui sont inclus ou non dans l'effectif d'assujettissement à partir duquel sera calculée l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Cet effectif d'assujettissement à compter de 2020 ne prend plus en compte les salariés intérimaires. C'est-à-dire que, mais sachant que les salariés intérimaires, théoriquement, ce n'est pas vous, entreprise cliente, qui les valorisez dans votre effectif. D'après ce que j'ai pu comprendre de la part de l'URSSAF, ce sont les entreprises de travail temporaire qui les valorisent et qui valorisent aussi le lien avec vous, entreprise cliente. Mais là aussi, tu as tout à fait raison. Pour des questionnements vraiment très pointus, très particuliers et au regard de situations particulières d'entreprise, ce sera du cas par cas et dans ce cas-là, c'est l'URSSAF qui sera le mieux placé pour répondre. Mais vraiment, il y a ce changement d'approche, c'est que les salariés intérimaires ne font plus partie de l'effectif d'assujettissement, tout comme les salariés qui peuvent être mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure comme un groupement d'employeurs. Alors que précédemment, effectivement, lorsque vous réalisiez votre DOETH, l'effectif au niveau de l'effectif d'assujettissement, vous y intégriez les salariés intérimaires et les salariés mis à disposition. Du coup, ça c'est vrai que c'est un grand changement, mais il devrait être exclu du décompte. Et s'il y a des écarts, effectivement, les conseils que donnent les URSSAF au niveau de leurs interventions, lorsqu'ils présentent également cette obligation d'emploi, c'est vraiment de se rapprocher de leur service pour bien identifier les écarts, les raisons des écarts. Est-ce que c'est une problématique de saisine au niveau de la DOETH ou alors voilà, une autre problématique? Mais nous reviendrons sur le sujet des intérimaires par contre, du coup, effectivement, ben voilà, c'est le slide suivant. Par contre, du coup, concernant l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et là aussi, l'URSSAF, on reviendra sur les éléments qu'ont dû vous transmettre l'URSSAF en termes de bilan pour faire la saisie justement courant mai de votre DOETH. En théorie, ils doivent vous transmettre l'effectif d'assujettissement au regard de votre DSN et également au regard de votre DSN. Donc, vous avez valorisé les salariés en situation de handicap. Et quand on parle de valorisation, ce qu'il fallait valoriser, donc au-delà des seuls salariés en DSN, du fait que la loi a été modifiée et souhaite valoriser prioritairement l'emploi direct sous toutes ses formes, il est aussi nécessaire de valoriser d'autres typologies de bénéficiaires en DSN, c'est-à-dire tous les stagiaires. Ça, c'est la nouveauté voulue par la réforme, c'est-à-dire que les stagiaires et les bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel sont valorisables en DSN. Même si ce sont des personnes qui ne sont pas rémunérées, il faut dans ce cas-là, mais là c'est plutôt les spécialistes de la saisine en DSN qui connaissent les éléments et les différents blocs, il faut les saisir sous un onglet convention de stage hors formation professionnelle avec une rémunération qui est à 0. Et là, de la même manière, mais on vous donnera les liens en fin de présentation, au niveau de l'URSSAF, il y a des petites fiches qui concernent la DSN et notamment une fiche bien spécifique sur la manière de saisir les différentes catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi et notamment comment saisir les stagiaires. Donc, par contre, quand on parle de bénéficiaires, bien entendu, les bénéficiaires que vous avez accueillis en intérim, dans ce cas-là, seront valorisables. Mais ce n'est pas vous qui allez, dans ce cas-là, les saisir dans votre DSN.
ce sera les entreprises de travail temporaire qui doivent vous communiquer cette valorisation justement que vous devrez saisir lors de votre DOETH concernant les bénéficiaires de l'obligation d'emploi intérimaire qui ont été accueillis au sein de votre entreprise. Là, par contre, ils sont valorisables pour répondre à l'obligation d'emploi, mais ce n'est pas vous qui les valorisez en DSN. Ça, c'est quand même la petite particularité. À savoir également, ça va au-delà de cette obligation et de cette réforme. Je ne sais pas si vous avez l'information, mais ça court jusqu'à fin 2021. De manière expérimentale, il y a une nouvelle modalité de recours à l'intérim, c'est-à-dire que vous pouvez avoir recours à un intérimaire pour le motif qu'il soit en situation de handicap. Au-delà des recours classiques, remplacement de salariés absents, surcroît d'activité comme vous le disiez, il est possible d'accueillir une personne en situation de handicap en intérim pour le simple motif qu'elle soit en situation de handicap. Et bien entendu, restent valorisables les personnes handicapées en contrat en alternance. Et en PEC, ce sont les parcours emploi compétences. La particularité également, c'est que, mais c'est calculé automatiquement là pour le coup par l'URSSAF, pour tous vos salariés qui seront âgés de 50 ans et plus, l'effectif sera multiplié pour ce salarié, toujours au regard aussi de son temps de travail effectif, par 1,5. Alors globalement, sur l'exemple qui est présenté au niveau de ce slide, là le calcul est fait en prenant en compte ce coefficient multiplicateur de 1,5. Si ce coefficient n'était pas appliqué, il serait valorisé au niveau de 0,4 parce qu'il ne travaille que 80% à partir de juillet, alors qu'avec ce coefficient multiplicateur, il vous permet de valoriser un effectif de 0,6 en plus, enfin de 0,2 en plus, du fait qu'il soit âgé de plus de 50 ans. Pour revenir justement peut-être sur… Excuse-moi, oui. Nous avons donc plusieurs questions oui. Sur le décompte des bénéficiaires ou de oui. Certains statuts. Oui. Les dirigeants de SA, SAS sont donc intégrés par l'URSSAF, point d'interrogation. Quid lorsqu'une holding assure la direction de l'ASA? Voilà. Alors, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Il nous faut avancer. Il y a encore de nombreux points. Non, après, il y a des questions qu'on portera et effectivement, peut-être très rapidement. Et on se rapprochera des entreprises pour leur répondre directement. Voilà, pour voir au cas par cas, effectivement. Oui. Juste pour la holding, la problématique, c'est que le SIREN est différent. Donc, en théorie, effectivement, il y avait auparavant la possibilité de valoriser sur… globalement la DOTH au regard de la holding et d'intégrer plusieurs, par rapport à l'établissement autonome, plusieurs établissements, enfin ça pouvait être valorisé de manière globale. Effectivement, il y a de nombreuses questions concernant la holding. A priori, il n'est pas possible de valoriser les établissements car le SIREN est différent. Mais ça également, on vous apportera une réponse peut-être plus précise et également, il y a une foire aux questions sur le site de la GFIP, mais au cas par cas, on essaiera d'apporter la réponse peut-être par la suite et par écrit à vous tous. Et quitte à ce qu'on le joigne aussi en complément de la transmission des supports. Voilà. Il y a également une personne donc, qui aimerait avoir des précisions sur la manière de valoriser les intérimaires ayant une reconnaissance qualité de travailleurs handicapés. Mais je pense que c'est vraiment dans la saisine via Alors non, mais pour les valoriser, c'est pas l'entreprise justement qui doit le valoriser, c'est l'ETT. L'agence d'intérim qui ensuite renvoie dans les voilà. de l'année suivante. On y reviendra, mais très rapidement, justement, dans le slide suivant, c'est vraiment l'ETT qui doit vous transmettre ces éléments-là. Vous ne les renseignez pas dans votre DSN. C'est l'ETT qui les renseignera parce que dans votre DSN, en théorie, vous valorisez les salariés qui sont internes à l'entreprise. Et donc, de fait, pour le calcul des BOETH, c'est l'ETT qui doit, faire cette démarche. Et il y a un élément, une petite rubrique, mais on y reviendra sur le site Net Entreprise où sont présentes de nombreuses fiches bien spécifiques en fonction de toutes les situations et notamment par rapport à la saisine en DSN des intérimaires, il y a des fiches bien spécifiques également à ce sujet-là.
après, dès lors qu'il y a justement, hein, est en train d'indiquer que effectivement les ETT ont transmis les documents. Voilà. Voilà. Du coup, c'est comme ça. Après, s'il y a des écarts, là aussi, voilà, je suis désolée, mais c'est vrai que sur les écarts, le seul moyen de rectifier ces écarts, ce sera vraiment comme la DSN, ça appartient, enfin, c'est l'outil de l'URSSAF et c'est auprès de l'URSSAF qu'est réalisée cette déclaration en DSN. C'est vraiment, il faut vous rapprocher de l'URSSAF par rapport à ces écarts-là et systématiquement, c'est ce que préconise l'URSSAF lorsqu'il intervient, c'est de se rapprocher de son contact URSSAF pour effectivement vérifier peut-être les problématiques qui peuvent être rencontrées. Mais voilà, mais en théorie, ce n'est pas vous qui devez les saisir dans votre DSN, ça a dû vous être adressé. Voilà. Merci Nadine pour ces précisions, je te laisse poursuivre, excuse-moi. Non, mais c'est normal et puis c'est l'objectif aussi de pouvoir essayer d'apporter une réponse. Du coup, juste, mais très rapidement, pour rappel également, la loi, donc comme nous venons de l'aborder, du coup, à compter de 2020, par rapport à ceux qui connaissaient les déclarations précédentes, les minérations ont été supprimées au profit effectivement d'une valorisation et d'une valorisation qu'on pourrait dire unique, c'est une valorisation des bénéficiaires de plus de 50 ans pour lesquels on sait que le risque de perte d'emploi parfois ou d'embauche quand ils sont en recherche d'emploi est plus important et les difficultés sont plus importantes. Donc du coup, il y a une volonté et de renforcer cette valorisation par rapport aux bénéficiaires de plus de 50 ans. Et effectivement, précédemment, il existait de nombreuses minorations, 5 au total pour certaines typologies de catégories de personnes en situation de handicap. Et ces minorations n'existent plus, ont été supprimées par la réforme. Les ECAP, alors on y reviendra justement parce que les ECAP vont rentrer plutôt dans les déductions, mais c'est vrai qu'auparavant, les ECAP rentraient directement dans l'effectif d'assujettissement et les modalités de répondre à l'obligation d'emploi. Donc la liste des ECAP reste à 36, alors que pendant un certain temps, l'État a souhaité la requestionner et souhaité peut-être diminuer le nombre de catégories, à savoir que cette liste n'a pas évolué, mais on y reviendra un peu plus en détail sur les modalités pour les valoriser, parce qu'elles vont venir en déduction et non plus en réponse directe du calcul du taux d'emploi de l'entreprise, comme ça pouvait être le cas auparavant. Donc, de fait, voilà, nous y revenons sur ce slide qui synthétise un petit peu les éléments que vous avez dû recevoir en théorie. Alors là, il est mentionné au 31 janvier parce que c'est dans l'absolu, sachant qu'aujourd'hui, pour l'année 2021, il y a eu effectivement un report de ces dates. Donc, pour 2021, au départ, c'était prévu à fin mars, ça a été reporté à fin avril. Donc, aujourd'hui, vous devriez tous avoir obtenu de la part de l'URSSAF les éléments suivants: l'effectif d'assujettissement pour 2020 en moyenne annuelle, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de fait à employer au regard de votre effectif d'assujettissement, c'est les 6% qui sont appliqués de la même manière en moyenne annuelle, et on parle de bénéficiaires aujourd'hui. Au regard de ce que vous avez valorisé en emploi direct, stagiaire, alternant et CDD, CDI, vous devez avoir l'effectif bénéficiaire effectivement employé en 2020 et de fait, par soustraction, l'effectif manquant en moyenne annuelle sur cette année-là. Également, ils ont dû vous transmettre, parce que au regard, mais ça on y reviendra, de ces conditions, de ces catégories qui sont bien identifiées en DSN, vous devriez avoir également l'effectif des salariés qui relève effectivement des ECAP, des emplois exigeant des conditions particulières d'aptitude, pour lesquels on ne vous impose pas, et justement, ils sont d'une certaine manière sortis et déduits de la contribution éventuelle aujourd'hui, car ce sont des emplois qui sont estimés comme pouvant être difficiles d'accès pour les personnes en situation de handicap au regard des différentes pathologies et incidences, du coup,
difficultés qu'elles pourraient rencontrer sur ce type d'emploi. En complément, les entreprises de travail temporaire, éventuellement les groupements d'employeurs, alors également les entreprises adaptées de travail temporaire, ce sont de nouvelles modalités. En Occitanie, il n'en existe pas actuellement. Une devrait voir le jour très prochainement. Ont dû vous transmettre, alors là il est mentionné au 31 janvier, mais on le sait, c'était aussi au 30 avril, une attestation annuelle qui porte le nombre de bénéficiaires qui sont mis à disposition dans vos établissements. Du coup, pour calculer votre taux d'emploi, il va falloir faire la somme de l'effectif effectivement employé au sein de votre entreprise avec cet effectif que vous avez accueilli en situation de handicap, et cela vous permettra d'atteindre un effectif bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui sera un effectif total et que l'on comparera à l'effectif d'assujettissement, et cela vous permettra de calculer votre taux d'emploi. De manière très synthétique, là aussi, par rapport à ce que je viens de vous présenter, et c'est vrai que la question se pose, quel va être l'impact effectivement, donc effectivement, ces différents points peuvent impacter votre taux d'emploi. Donc, peut-être en reprenant de manière sur un slide les éléments et les modifications par rapport au calcul des effectifs, c'est que le taux d'emploi décompté au niveau de l'entreprise et non plus au niveau de l'établissement, le taux d'emploi qui concernera seulement les travailleurs handicapés qui sont employés et accueillis. Donc, un changement par rapport aux modalités précédentes, qui permettaient de valoriser également au titre de l'obligation d'emploi, l'emploi indirect. L'emploi indirect, c'est-à-dire le recours à la sous-traitance, est maintenant valorisable, mais uniquement en déduction. Il ne permet pas de répondre, enfin, il permet toujours de répondre à l'obligation d'emploi. Ça reste une modalité de réponse, mais qui viendra en déduction. Il ne va pas impacter le taux d'emploi. Auparavant, il y avait deux types de taux d'emploi. On parlait de taux d'emploi global et de taux d'emploi direct. Aujourd'hui, d'une certaine manière, il n'y a que du taux d'emploi direct qui permet de calculer la réponse au 6%. Le décompte des effectifs, donc on est effectivement, comme je vous le disais, sur une approche selon les règles de droit commun. Donc, il veut dire que sur un effectif qui est un effectif moyen tout au long de l'année, et donc on n'est plus sur un effectif calculé au 31 décembre, qui pouvait être justement impacter certaines typologies d'entreprises qui pouvaient avoir des activités très saisonnières, avec des pics d'activité sur les périodes peut-être de fin d'année, et du coup, qui voyaient un accroissement de leur effectif sur les derniers mois de leur année. Donc, effectivement, ça aura un impact pour ces entreprises-là, du coup, de manière plutôt à minorer leur effectif d'assujettissement. Donc, le fait qu'effectivement, les effectifs intérimaires ne sont plus valorisés, pris en compte au niveau de l'effectif d'assujettissement, uniquement au niveau de l'effectif bénéficiaire de l'obligation d'emploi, et la suppression des minorations avec la seule valorisation des salariés handicapés de plus de 50 ans. Comment on calcule du coup la contribution? Donc, ces éléments-là vont vous permettre d'obtenir ce que l'on appelle la contribution brute. La réponse est assez simple. En fait, elle va se faire en deux temps. Tout d'abord, on va déterminer donc le nombre, comme je vous le disais, de bénéficiaires manquants dans l'entreprise. Et ça, c'est déterminé en faisant la différence entre le nombre de bénéficiaires à employer qui vous ont été transmis par l'URSSAF au nombre de bénéficiaires réellement employés. Et là, bien entendu, il faut faire quand même le cumul de l'interne qui vous a été transmis par l'URSSAF et de l'externe, tel que les intérimaires. Et dans un second temps, on va appliquer un coefficient multiplicateur, c'était déjà le cas auparavant, qui sera fonction de la taille de votre entreprise. Et comme vous pouvez le lire sur la présentation, il y a 3 paliers et 3 coefficients différents en fonction de votre taille, que l'on multiplie au SMIC horaire, qui est le SMIC horaire applicable au regard de l'année considérée. Et cela permet d'obtenir ce que l'on appelle la contribution brute, du coup, en faisant le produit des bénéficiaires manquants par ce coefficient multiplicateur. Alors, à cette contribution brute,
vont venir, du coup, vous aurez la possibilité de venir déduire certaines dépenses. Et là, on y vient. Du coup, vous allez pouvoir déduire le recours à la sous-traitance. Alors, cette loi rebat un petit peu, on va dire, les cartes concernant la valorisation du recours à la sous-traitance. Parce que effectivement, jusqu'à présent, comme je vous le disais, le recours à la sous-traitance pouvait être comptabilisé dans le taux d'emploi et on parlait voilà, dans une limite de 50%, mais et donc on parlait de taux d'emploi global qui prenait en compte l'emploi direct et l'emploi indirect. Aujourd'hui, donc voilà, ce n'est plus le cas. Et par contre, en revanche, donc ces dépenses elles peuvent toujours être valorisées. En gros, seules les modalités de prise en compte vont changer. Juste une précision, là aussi, pour ceux qui connaissent la DSN, les déclarations des montants liés au recours à la sous-traitance et à la main-d'œuvre utilisée par le recours à la sous-traitance sont des montants qui doivent être valorisés globalement, parce qu'on va y revenir dans la présentation, dans le slide suivant, sans valoriser les montants, sans valoriser au-delà du plafond. C'est-à-dire la totalité du montant est valorisable en DSN sur le bloc 82, parce qu'effectivement, du coup, pour rentrer dans le détail des modalités de déduction du recours à la sous-traitance. Aujourd'hui, effectivement, les règles de calcul de cette déduction ont été simplifiées. La volonté quand même du législateur, c'est qu'elle puisse rester incitative et d'autant plus incitative que l'entreprise aura mené des actions positives vis-à-vis de l'emploi direct des personnes en situation de handicap. À savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de simplification, l'entreprise cliente, donc vous pourrez déduire de votre contribution 30% des coûts de main-d'œuvre. Et c'était déjà la même chose les années précédentes. Seul, du coup, le coût de main-d'œuvre peut être valorisé. Et aujourd'hui, le montant de la contribution et le montant de la déduction est issu de la facture dans une limite modulée selon votre taux d'emploi. C'est-à-dire que si le taux d'emploi, votre taux d'emploi calculé, comme on l'a vu précédemment, est inférieur à 30%, le montant que vous pourrez valoriser sera plafonné à 50% de la contribution brute que vous aurez calculé. Par contre, si le taux d'emploi est égal ou supérieur à 3%, dans ce cas-là, le plafond est revu à la hausse et vous pourrez valoriser un montant supérieur de recours à la sous-traitance. Précédemment, donc, on restait quand même sur cette approche de valorisation uniquement de la main-d'œuvre, mais les calculs étaient assez complexes. Aujourd'hui, les modalités pour valoriser ce recours à la sous-traitance, de la même manière, il est aisément calculable et ces éléments doivent vous être transmis par les entreprises adaptées, par les ESAT, par les travailleurs indépendants auxquels vous avez pu avoir recours durant l'année en cours. Par contre, ce qui persiste toujours, et il est toujours possible d'éviter, alors on parlait de surcontribution, c'est-à-dire que si pendant les 3 années, il n'y a pas eu d'action positive. Alors quand on parle d'action positive, aujourd'hui, l'accueil d'un stagiaire est une action positive, c'est-à-dire que vous pouvez éviter la surcontribution en accueillant un stagiaire. Et alors, je ne devrais peut-être pas vous le dire comme ça, mais le recours d'un stagiaire pour quelques jours au sein de votre entreprise, si ce stagiaire est en situation de handicap, ben, vous permet d'éviter la surcontribution. Donc, il y a une vraie volonté d'axer la réponse à l'obligation d'emploi sur des actions positives vis-à-vis de l'emploi direct. Mais malgré tout, regardez votre situation. Si vous n'avez pu mettre d'action positive en place sur un délai de 3 ans et que vous risquez au bout de 4 ans d'être impacté par une surcontribution, c'est-à-dire que le coefficient multiplicateur que l'on a vu, qui était de 400, 500, 600 fois le SMIC horaire, peut être multiplié par 1500 fois le SMIC horaire, et là on arrive à, pour un bénéficiaire manquant à un coût de contribution
qui est de plus de 10 000 euros. Donc, dans ce cas-là, il est possible également d'éviter cette surcontribution par le recours à la sous-traitance. Et dans ce cas-là, ce sont toujours les mêmes règles qui persistent, c'est-à-dire que le montant du coût total de la main-d'œuvre doit être supérieur sur 4 années à 600 fois le SMIC horaire. Alors, juste quand même un petit changement, c'est-à-dire que là, auparavant, le coefficient était également en fonction de la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, par contre, pour éviter la surcontribution, le coefficient est unique et il y a un seul taux qui est valorisé, quelle que soit la taille de l'entreprise, et c'est 600 fois le SMIC horaire qui doit être atteint. Du coup, la deuxième modalité de déduction qui peut être valorisée, donc ce sont les dépenses déductibles. Auparavant, il existait 13 dépenses déductibles. Aujourd'hui, il existe 3 façons, on va dire, il existe 3 dépenses déductibles de façon pérenne qui sont prévues par la loi, la réalisation de diagnostic, le maintien dans l'emploi et les prestations d'accompagnement, mais également pour 4 ans, de manière transitoire, il est possible de valoriser 3 autres typologies de dépenses déductibles que sont la participation à des événements, les partenariats au travers d'adhésion et les actions concurrentes. Je ne vais pas vous lire exactement, vu qu'on vous transmettra les slides, je ne vais pas vous lire le détail, mais également tous ces éléments-là sont détaillés et dans les questions de l'AGFIP, vous retrouverez également les situations particulières qui peuvent répondre potentiellement à vos questionnements concernant sur ce qui est valorisable et ce qui ne l'est pas valorisable. Nadine, oui. J'ai une question là un petit peu technique sur les modalités en fait de déclaration hein, sur l'année écoulée et ensuite avec les transmissions. Une question, donc les attestations que nous recevons tiennent compte des 30%, mais est-ce que c'est à l'entreprise de calculer son taux d'emploi et le montant du plafond? Alors, non, en théorie, elle ne devrait pas tenir compte des 30%. Alors là, je suis étonnée parce que, en théorie, ce qui est demandé en DSN par l'URSSAF, c'est que soit valorisée la totalité, justement pour avoir une visibilité de ce qu'est le recours à la sous-traitance. Après, c'est plutôt aussi pour une volonté de données statistiques pour connaître l'ampleur du recours à la sous-traitance par justement les entreprises clientes. Et là, l'information, elle était très claire de la part des URSSAF, c'était qu'en théorie, vous devez valoriser le montant total et les 30% s'appliqueront par les règles de calcul au niveau de la DOTH. Mais en DSN, l'URSSAF préconise, voilà, préconise ne pas impacter. Ouais. Voilà, ne pas se limiter aux 30% parce que sera considéré, le montant, si vous le plafonnez dans votre déclaration, ce sera considéré comme le montant total et je pense que là, on risque de vous réappliquer le taux des 30% sur les 30%. Donc, je sais que la préconisation de l'URSSAF en DSN, c'est de valoriser la totalité de la main-d'œuvre qui a été valorisée par par l'entreprise, enfin, par l'utilisation de la sous-traitance auprès d'une entreprise adaptée ou d'un ESAT. Merci Nadine. Avec plaisir. Notamment, alors pour conclure justement sur les dépenses déductibles, juste le dernier point, donc elles sont toujours par contre plafonnées, ça c'était déjà le cas à 10% du montant de la contribution. Alors attention, hein, contribution avant des déductions qui pourraient être liées à la sous-traitance. On est bien sur la contribution brute et donc elles sont déductible en fonction d'un montant hors taxe. J'avance parce que je vois que l'heure tourne en fait. Concernant donc du coup les déductions, on va dire la troisième déduction et peut-être la dernière quand on parle de déduction, ce sont les ECAP, les emplois exigeant des conditions particulières, d'aptitudes particulières. Donc pour ces emplois, les entreprises ne sont pas tenues de recruter des personnes en situation de handicap. Comme je vous le disais, la liste reste identique à celle établie précédemment.
Par contre, les effectifs ECAP voilà, sont calculés par l'URSSAF en fonction de ce qui a été renseigné en DSN et donc ont dû vous être notifiés de la même manière que les autres effectifs. Ils sont identifiés en DSN par des codes qui correspondent à la nomenclature des professions et des catégories professionnelles correspondant effectivement à ces 36 catégories. L'emploi d'ECAP, aujourd'hui, elle ouvre droit de la même manière à une déduction qui, pour le coup, est non plafonnée et qui peut aller même jusqu'à l'annulation de la contribution due si le nombre des bénéficiaires d'ECAP est très important. Et le calcul de la déduction du montant de la contribution à valoriser liée aux ECAP, c'est du coup, il faut multiplier le nombre d'ECAP par 17 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de l'année de référence. Donc, alors, peut-être un dernier point que j'ai intégré dans les déductions, mais qui ne sont pas une réelle déduction et plutôt une situation particulière pour certaines entreprises. C'est plutôt une modalité qui permet de répondre à l'obligation d'emploi et qui permet également d'éviter ou de ne pas, pendant une certaine durée, contribuer et verser la contribution. Globalement, on s'est posé la question si c'était la fin des accords. Donc non, ce n'est pas la fin des accords agréés. La loi n'a pas souhaité la fin des accords agréés, puisqu'il est toujours possible de négocier un accord agréé par l'administration pour une durée de 3 ans et il est renouvelable cet accord une fois. Globalement, par contre, c'est la fin des renouvellements, comme voilà, pour certaines entreprises, des renouvellements un petit peu ad vitam aeternam. Ça a été une volonté du législateur en ce sens-là. Globalement, la signature d'un accord permet d'internaliser le montant théoriquement dû, donc la contribution théoriquement due au regard du taux d'emploi de l'entreprise. La volonté de limiter la reconduction, c'est la volonté du législateur, c'est d'en faire un outil de droit commun pour qu'à l'issue des 3 ans ou 6 ans, l'entreprise puisse remettre cette discussion de l'emploi des travailleurs handicapés dans le cadre de la discussion avec les partenaires sociaux, au même titre que des négociations sur des accords de qualité de vie au travail, des labels diversité qui puissent être intégrés de manière transversale. Bien entendu, il existe toujours des partenariats envisageables avec la GIFIP sous un format de convention, voilà, donc c'est quelque chose qui a volonté de s'inscrire dans le temps et plutôt la signature d'un accord, ça doit avoir un effet levier, initier la mise en place d'une politique d'emploi handicap intégrée dans l'entreprise, mais pas de perdurer dans le temps. Très succinctement, mais ça, pour ceux qui sont concernés, je pense qu'ils sont déjà au courant, il est possible pour toutes celles dont l'accord se terminait avant 2020, donc elles peuvent signer un nouvel accord à compter tout de 2020, c'est-à-dire toute signature d'un nouvel accord à compter de 2020 vaut pour premier accord et il est possible de le renouveler. Par contre, pour celles qui ont un accord qui était en cours et dont la fin, qui devait prendre fin soit fin 2020, soit fin 2021, cet accord est déjà considéré comme un premier accord et il n'est possible de le renouveler qu'une seule fois. Donc, pour en revenir de manière synthétique, précédemment, on a vu le calcul de la contribution brute avant déduction. Au regard de cette contribution brute, dans le cadre de votre déclaration, vous allez pouvoir déduire donc le recours à la sous-traitance dans la limite de 30% de la main-d'œuvre et au regard de votre taux d'emploi. Mais par contre, vous, je confirme, vous devez déclarer la totalité de la main-d'œuvre voilà, à valoriser. Vous allez pouvoir déduire toutes les dépenses déductibles dans la limite des 10%. Et l'effectif des ECAP sans limite. Et tout ça vous amènera à une contribution nette qui peut faire l'objet d'une modulation. Du coup, la réforme, a induit de nombreux changements et afin d'accompagner les entreprises, les pouvoirs publics ont décidé de limiter l'éventuelle hausse de la contribution et de mettre en œuvre ainsi une disposition de modulation de la contribution de l'obligation d'emploi.
sur plusieurs années, du coup, transitoires, c'est-à-dire entre 2020 et 2024. Elle va consister à un écrêtement de l'augmentation de la contribution de l'année N par rapport aux années précédentes. De fait, vous avez dû également obtenir de la part de l'AGFIP les éléments concernant votre contribution de l'année précédente 2019. Donc, il y a effectivement deux modalités et deux phases, on va dire, d'abattement. En 2020, un abattement dit par tranche de hausse, c'est-à-dire que cet abattement, en fonction de la hausse par rapport à 2019, si cette hausse, en fonction du montant de la hausse, de 0 à 10 000 euros, vous pourrez bénéficier d'un abattement de 30%. Au-delà, entre 10 000 euros et la partie et 100 000 euros, l'abattement peut être, ou l'écrêtement plus important, il peut être à la hauteur de 50%. Et si la contribution pour la partie 100 000 euros est plus, dans ce cas-là, l'abattement peut aller jusqu'à 70%. À partir de 2021 et jusqu'en 2024, on est dans une deuxième phase, on est dans ce qu'on appelle un abattement unique selon une formule qui sera simplifiée. Appliqué par année, à savoir qu'en 2021, donc du coup, ce sera un seul niveau d'abattement, quel que soit le, voilà, et pas par tranche de 0 à 10 000, de 10 000 à 100 000, de 100 000 et plus. Ce sera un abattement global de 80%, 2022, 75%, 2023, 66% et 2024, 50%. L'objectif, c'est que cet abattement sur la hausse de la contribution disparaisse après 2024. En bref, donc au vu du temps, donc ça je ne vais pas rebalayer, mais vous aurez ces éléments-là donc sur la présentation qu'on va vous adresser. Donc ça reprend effectivement les différents principes de cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Globalement, les points essentiels par rapport au parcours du déclarant, je pense que vous en avez connaissance, mais un simulateur a été mis en place. La volonté de ce simulateur, c'est de vous permettre de calculer le montant de votre contribution et de projeter les impacts financiers quand même de manière fiable, parce que l'objectif de ce simulateur, c'est pas un simulateur AGFIP, il est porté sur le site de l'AGFIP, mais c'est un simulateur qui est validé, bon, bien entendu par l'État, il y a le logo de l'État, mais pas que, par toutes les parties prenantes, à savoir également l'ACOS, la MSA, les services statistiques, et il intègre effectivement les différentes évolutions qui seraient actées. Et l'objectif, c'est également de peut-être pouvoir vous faciliter votre déclaration en DSN. Là, de manière très succincte, donc on sait que le parcours du déclarant, du coup, toute l'année 2020, mais ça, elle est échue, vous avez déclaré en DSN les différents éléments. Globalement, du coup, alors là c'est mentionné parce que avant le 1er janvier, parce que c'était ce qui était théoriquement voulu, à savoir qu'aujourd'hui c'était parce que globalement le report de la communication des éléments par décret ne portait que sur les éléments transmis par l'URSSAF. Or, on sait bien que que ce soit les entreprises de travail temporaire ou les entreprises adaptées ESAT vous ont transmis également avec retard ces éléments-là. Demain, alors qu'ils auraient dû vous les transmettre à compter du 31 janvier 2021, quoi qu'il en soit, à partir des prochaines années, ces dates seront les dates qui seront officielle, c'est-à-dire que ce sera avant le 30 janvier de l'année en cours que vous seront transmis ces éléments-là. Et également, du coup, peut-être pour les entreprises avec un point de vigilance, pour les entreprises avec plusieurs établissements, il faut vraiment penser à collecter les informations qui vont permettre de calculer le montant de la contribution auprès de tous les établissements et de la même manière aussi point de vigilance par rapport au recours à l'intérim et notamment le recours à la sous-traitance. Si vous avez si vous êtes une entreprise multi-établissement, de bien penser à essayer de capitaliser tous ces éléments-là pour que vous puissiez les valoriser au niveau de votre DOETH. Donc voilà, au 30 avril, donc, vous avez reçu les éléments et globalement, du coup, à compter de mai, pour cette année, vous allez réaliser votre DOETH en DSN. Pour mémoire, la DSN n'est pas du tout un outil de calcul. Vraiment, si vous voulez obtenir un calcul fiable, il faut passer par le simulateur.
ce que, pour rappel, en DSN, quels sont les éléments que vous allez, donc, qui sont exigibles au niveau de la DSN du mois de mai, et qui est exigible à compter du 5 juin 2021 ou du 15 juin en 2021 en fonction de votre taille d'entreprise, doit être déposée la DOETH. Comme je vous le disais par la suite, cette obligation est ramenée à l'année au 5 mars et 15 mars, comme c'était le cas aujourd'hui. Et de fait, un dépôt en DSN de la DOTH à compter de février, et cette exigibilité, elle est associée au paiement éventuel d'une contribution si vous n'atteignez pas le taux d'emploi exigé par la loi. Du coup, alors on a déjà dépassé le délai, mais on est quasiment à la fin. Peut-être, Ève, si tu veux dire… Nadine. Ensuite, il y a quelques petites questions, voilà. 4 questions un petit peu particulières. J'ai proposé que pour ceux qui peuvent rester en ligne, eh bien, on y réponde. Autrement, oui, on y répondra donc hors visioconférence rapidement, dans un délai de 2 jours, d'ici demain. D'accord, tout à fait. Du coup, peut-être très brièvement, je vais te laisser, tu restes un contact privilégié, du coup, pour accompagner les entreprises au niveau de l'UMM. Voilà, donc nous, à l'UMM, nous proposons donc de vous accompagner, de répondre aux questions donc, que vous pouvez vous poser concernant la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, et également donc comment se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, c'est-à-dire quelles actions positives mettre en place, les plus pertinentes en fonction de vos problématiques particulières, et également donc les mises en relation avec les différents acteurs de l'emploi des personnes en situation de handicap, dans la GFIP. Il y a une question concernant les accords agréés. La GFIP peut accompagner, il me semble, sur la signature des accords, ou sur en tout cas la mise en… Alors, en amont, effectivement, on peut accompagner, on a effectivement des outils pour accompagner les entreprises, la possibilité de mettre en place un diagnostic. Il est possible même au préalable de passer par une convention avec la GFIP qui n'exonère pas du versement de la contribution, mais qui permet toujours justement de bénéficier, d'initier peut-être une première organisation et de prendre en compte justement des coûts qui seraient générés par cette première organisation au sein de l'entreprise pour commencer à déployer une politique d'emploi et aller par la suite sur la signature d'un accord agréé. Par contre, l'accord agréé, il est négocié avec les partenaires sociaux et avec l'État. La GFIP, pour l'agrément, n'intervient plus. Mais en amont, bien entendu, on peut accompagner, et nous avons des outils que nous mettons à disposition des entreprises pour favoriser effectivement la signature d'un accord agréé. Ça peut être intéressant, ça peut être un bon appui, effectivement. Et du coup, pour compléter, effectivement, il ne faut pas hésiter aussi à te contacter ou à nous contacter directement. Alors, j'ai mis un lien qui est générique parce que nous sommes plusieurs à accompagner les entreprises. Du coup, en fonction aussi de votre situation sur le territoire de l'Occitanie, vous aurez peut-être une de mes collègues qui vous contactera. Donc, idéalement, pour être sûr d'avoir une réponse, le mieux, c'est de passer par ce mail générique entreprise.occitanie@agfip.so.fr. Peut-être très rapidement, qui fait quoi en 2021 pour reposer très clairement, effectivement, aujourd'hui, c'est l'URSSAF, votre contact privilégié sur les modalités de déclaration DSN, sur les calculs s'il y a des écarts, mais également peut-être sur des difficultés financières que vous pourriez rencontrer en lien avec cette réforme. Donc là, ça restera l'URSSAF, votre contact à privilégier, et comme on vous le disait, par la suite, pour de l'information plus globale, pour bénéficier d'aide ou pour connaître, avoir des précisions sur la contribution avant 2020. Dans ce cas-là, la GFIP reste votre interlocuteur. Et pour l'accompagnement, comme vous le disait Ève Boudard, vous pouvez également contacter l'UMM, car nous avons un partenariat avec l'UMM Occitanie. Et même plus large, un partenariat national avec l'UMM. Exactement, une convention cadre nationale qui nous permet de bien avancer sur des outils, notamment à destination de l'apprentissage industriel, notamment.
Tout à fait. Et du coup, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des fiches, peut-être juste 2 points. Ce que je vous disais, vous aurez le lien pour les règles de gestion relatives au calcul des effectifs. Donc, c'est sur le lien de l'URSSAF. N'hésitez pas à aller le consulter. Et toutes les fiches bien spécifiques sur le portail Net Entreprise. Vous avez des fiches sur le statut de BOETH qui peuvent être valorisées, sur les salariés portés, sur l'identification des EPAC et des ECAP, sur une spécifique sur la DOTH. Et notamment, il y a une fiche spécifique aussi qui concerne les accords agréés. Et une aux questions sur le site de la GFIP. Peut-être on vous adressera le lien. On essaiera de répondre aux premières questions, mais potentiellement, je sais qu'il y a de nombreuses réponses qui peuvent déjà être apportées par le biais de cette foire aux questions également. Et je vous remercie. C'est vrai que c'était dense. J'espère, voilà, nous arrivons à la fin. Du coup, on peut répondre peut-être aux questions. Oui, Nadine, merci beaucoup d'avoir réussi à tenir dans ce temps imparti l'actualité de la réforme et les impacts qu'elle provoque pour les entreprises est très très dense. C'était vraiment une gageure d'arriver à tenir sur ce temps. Bravo, merci. Bon, on a beaucoup de questionnements effectivement qui ont trait à qui fait quoi dans le cadre de la déclaration. C'est-à-dire que au niveau des calculs concernant les abattements dans le cadre des transitions, également certains remplissages, les entreprises se demandent est-ce que c'est nous qui le faisons, est-ce que c'est est-ce que ce sont les URSSAF, c'est pas totalement clair. Voilà. On a par exemple une question, donc on avait les 30% qu'on a abordés, et ensuite donc l'accord agréé. Voilà, pour l'abattement, concrètement, comment cela se passe-t-il dans la déclaration? Est-ce à l'entreprise de faire tous ces calculs? Donc, effectivement, beaucoup d'interrogations hein, sur qui fait quoi entre l'entreprise et les URSSAF et les prestataires. Alors, je pense que c'est… alors, c'est vrai que l'URSSAF n'est pas… la DSN n'est pas un calculateur. Globalement, le simulateur est un calculateur. Donc, pour moi, effectivement, il faut faire la projection avec les éléments que vous avez sur le simulateur. Et globalement, c'est quand même intéressant pour vous d'avoir effectivement, qui intègre les modalités d'écrêtement par le biais de ce simulateur. Et du coup, ça vous permettrait d'avoir le calcul de la contribution finale. J'ai un gros doute aujourd'hui, donc je préfère ne pas m'avancer et vous apporter une réponse erronée, mais je la vérifierai. Je pense qu'effectivement, je ne suis pas sûre que l'URSSAF calcule par le biais de la DSN ces différents taux d'écrêtement. Mais voilà, je préfère ne pas m'avancer parce que, en toute sincérité, voilà, je suis prise un peu au dépourvu et j'ai un petit doute. Avec toi, Nadine, donc du coup, je suis complètement transparente avec vous. Voilà. Et voilà, je préfère qu'on vous apporte une réponse peut-être dans un deuxième. Je préfère qu'on vérifie d'abord avant d'apporter une réponse qui induirait les entreprises en erreur. Effectivement, un doute sur cet aspect-là. Donc, question pertinente effectivement de l'entreprise hein, qui l'a posée. On va se renseigner et on reviendra donc vers vous. Est-ce qu'il y a une question parmi les participants qui sont encore présents? Une bonne cinquantaine encore. Est-ce que certains d'entre vous avaient une question qui a été posée à laquelle nous n'aurions pas répondu? C'est peut-être l'occasion de la poser maintenant. Voilà, je vous propose donc de nous en faire part par chat à nouveau. Sinon, eh bien, nous vous remercions hein, d'avoir été présent à ce premier webinaire handicap que nous organisions en partenariat donc avec la GFIP Occitanie. J'espère que on vous a apporté le plus de réponses possible. On va revoir l'ensemble des questions hein, qui ont pu être posées par chat et puis on n'hésitera pas à revenir vers vous pour vous demander des précisions, vous apporter une réponse exhaustive et sinon vous apporter la réponse que vous souhaitez.
Le webinaire donc, qui est enregistré sera mis en ligne et également le support vous sera donc envoyé, vous sera transmis. Vous avez donc nos coordonnées dessus. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'UMM Occitanie, également de l'AGFIP Occitanie, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Voilà, je ne vois pas revenir d'autres questions. Je vois que Madame Rubio, Lisiane est toujours en ligne. Elle a posé une question sur un salarié. Peut-être je me permets juste de répondre à cette question-là. Voilà, un salarié qui a une rente avec un taux d'incapacité inférieur à 10%, doit-il être pris en compte dans le calcul de l'assujettissement? Alors, le salarié, dans le calcul de l'assujettissement, parce qu'il est salarié, s'il est salarié, oui, parce qu'il est présent dans l'entreprise au regard de son temps de travail. Par contre, il ne pourra être valorisé au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi parce que la loi précise qu'un bénéficiaire, il faut que la rente d'accident du travail atteigne à minima 10%. Donc, s'il est en deçà, il faut peut-être l'orienter vers la MDPH pour qu'il bénéficie d'une reconnaissance de sa qualité de travail handicapé. Et là, vous pourrez le valoriser, mais vous n'allez pas pouvoir le valoriser avec ce seul justificatif comme un bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Voilà, merci. Donc, voilà, ce webinaire arrive à son terme. Nous vous remercions donc pour votre participation et nous vous apporterons donc l'ensemble des réponses pour lesquelles donc, nous avons été questionnés. Nadine, merci beaucoup pour ta contribution, la participation par là même de la GFIP Occitanie et dans l'attente d'organiser de nouveaux webinaires handicap. Merci à vous tous également. Merci Eve. Bonne journée. Bonne journée effectivement à tout le monde. Au revoir.